Le freelancing a vraiment le vent en poupe dans l'informatique de manière générale, du dev au chef de projet en passant par le manager de transition ou le DSI. Ce qui n'est pas tout à fait vrai sur des métiers plus classiques, le marketing, la communication, etc. Rebonjour à toutes et à tous. Merci de venir sur cette table ronde. J'entendais déjà les intervenants faire leur petite table ronde entre eux, donc a priori il y a pas mal de choses à dire. On va parler pour cette dernière table ronde de la journée de deux éléments qui sont importants et qui ont beaucoup poussé ces dernières années, à savoir l'alternance et le freelance. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce sont aussi des moyens efficaces pour pouvoir compléter les équipes? On sait qu'il y a une forte pénurie des talents dans le numérique en France, puisque 20 000 postes chaque année ne trouvent pas de personnes pour combler ce besoin. On va se poser un petit peu la question avec nos intervenants et nos intervenantes. Je vous propose peut-être déjà de vous présenter, puis on rentre dans le vif du sujet juste après. Alors, je vous présente non pas Coralie, mais Julie Vial de Digital Campus. Bonjour à tous. Je suis Julie Vial, donc je suis conseillère en formation au sein de ce campus, Enova. Je me suis occupée pendant quelques temps de Digital Campus. Aujourd'hui, je suis sur d'autres formations au sein de l'ESEG, l'ISA et ESARC. Mon rôle est d'accompagner les étudiants à la recherche de leur entreprise et à leur professionnalisation au sein de leur formation, c'est-à-dire les accompagner dans leur professionnalisation. Et j'aide aussi du côté employeur les entreprises à définir leurs besoins et à leur trouver les profils qui sont adaptés à leur fiche de poste. Voilà. Et tout au long de la formation, je m'assure de la bonne exécution des contrats d'alternance, que les missions permettent aux entreprises et aux étudiants que la montée en compétences se fasse correctement. Voilà. Merci Julie. Linda Richard du GIEC numérique, de même numérique Ouest Occitanie, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'est le GIEC ? Oui, alors le GIEC, en fait, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc c'est un groupement d'employeurs qui est notamment en effet sur l'Occitanie. Mais à la base, les GIEC, il y en a 200 en France, donc c'est multisecteur. Voilà. Et le numérique, donc nous on est les premiers en Occitanie. Il y a un GIEC numérique qui s'est monté dans les Alpes il y a un peu moins d'un an. Voilà. Donc moi je suis chargée d'accompagnement et de recrutement. Donc je recrute des salariés sur des contrats de professionnalisation pour une alternance de 12 à 16 mois en fonction des types de formation. Voilà. Merci Linda, on va rentrer dans le détail juste après parce que ce n'est pas forcément une structure qui est très connue du grand public et pourtant il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre pour vous et j'espère que vous trouverez aussi des éléments à partager avec les personnes présentes aujourd'hui. On a aussi autour de la table Adrien Vincent de 2i Portage. Oui, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis dirigeant du groupe 2i qui a principalement 3 activités. La première, c'est le portage salarial. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un statut alternatif à la création d'entreprise pour les freelances. On va simplement salarier des personnes qui ne veulent pas créer leur société mais qui sont freelance, qui conservent leur indépendance mais qui ont un CDI et des bulletins de salaire. Donc on pourra en parler un peu plus longuement. C'est un statut qui se développe de plus en plus ces 10 dernières années, notamment dans l'IT et dans une population de freelance. On a une autre activité qui est la formation des indépendants. On pourra aussi en parler aujourd'hui. On a un parcours, un contrat pro en portage salarial réservé aux indépendants. Donc c'est une formation pour les freelances. Et enfin, on a une activité de sourcing de freelance pour des grands comptes, notamment dans les métiers du management de transition, du conseil et de l'IT. Donc là, en fait, on va sourcer et chercher des freelances, des experts freelance pour nos clients, entreprises partout en France. Voilà. Et bienvenue à tout le monde. Merci Adrien. On va commencer par quelque chose qu'on connaît plus, le grand public le connaît bien, c'est l'alternance, qui a pas mal évolué ces dernières années, avec notamment des aides de l'État qui ont été très importantes et qui sont prolongées de mois en mois pour faciliter l'emploi dans le secteur du numérique notamment, mais pas que. Linda, j'aimerais commencer par le GIEC pour bien comprendre ce que peut apporter le GIEC et en particulier à des personnes qui peuvent être soit étudiantes, soit en reconversion professionnelle. Oui, tout à fait.
Alors en fait, donc la particularité du GEC, c'est que en fait, nous, on a déjà les entreprises au sein de notre groupement. Donc les personnes qui recherchent une alternance dans les métiers du numérique, alors pas tous les métiers bien sûr, hein, mais dans certains métiers, peuvent nous adresser leur candidature. Et donc la particularité, comme je disais, c'est que nous avons déjà les entreprises. Donc il y a déjà ce gros travail qui est quand même assez compliqué de trouver une alternance qui est déjà effectuée. Voilà. Il faut surtout être motivé et puis surtout avoir l'envie et la curiosité des métiers. Après, les compétences, on les apprend tout au long de l'alternance. Voilà. Linda, pour bien comprendre, pour les personnes qui sont là ou les personnes qui sont en live, quand on recherche un emploi et donc peut-être une formation en amont de l'emploi, comment on fait ? On candidate auprès du GIEC ? On a en général 2 à 3 parcours d'alternance par an sur certains typologies de métiers. Donc ça peut être du dev full stack, comme sur du technicien assistant informatique, comme du technicien support logiciel. Voilà. En fait, les demandes elles vont émaner en amont des entreprises qui sont adhérentes au GEC. Donc les demandes sont précisées et nous, on monte un parcours de formation avec un organisme de formation avec qui on collabore et qu'on connaît très bien pour justement avoir une formation optimale qui correspond aux besoins et aux envies de nos entreprises adhérentes. Voilà. Donc, encore une fois, pour bien comprendre, vous n'êtes pas une entreprise qui recrutez directement, vous n'êtes pas non plus un organisme de formation. Pas du tout. Mais vous êtes finalement au milieu de ces 2 acteurs ? Exactement. Nous, on est une association d'entreprises. Hein, donc, du coup, on est au milieu. En fait, c'est comme pour expliquer, il y a l'entreprise, le salarié, et puis nous. Donc nous, on est là au milieu de tout ce petit monde-là, et puis bien sûr l'organisme de formation. Et on essaye que tout ce petit monde cohabite le mieux possible, que ce soit l'entreprise, le salarié en alternance. Voilà. Donc l'idée, c'est quand il y a des parcours de formation qui sont proposés par le GEC numérique, donc en général, vous les voyez soit sur Pôle emploi, ou soit sur LinkedIn, ou soit directement sur notre site internet, de candidater directement. Après, on est assez disponible et on fait aussi beaucoup de forums et de salons. Donc voilà. Et justement, on a parlé de Pôle emploi. Quel est le rôle de Pôle emploi dans toute cette mise en œuvre ? Alors Pôle emploi, c'est un de nos partenaires de référence pour justement monter des actions. Donc on a divers partenaires, on collabore avec divers partenaires, que ce soit Pôle emploi, Cap emploi, mission locale. Parce que la particularité aussi du GEC numérique, c'est d'accompagner socialement aussi nos salariés. Donc voilà, il y a tout un accompagnement socio-professionnel qui est fait du début jusqu'à la fin, même après post-parcours, justement pour accompagner au mieux nos salariés. Voilà. Merci Linda, on reviendra ensuite pour d'autres questions. On va passer toujours sur l'alternance auprès de Julie. Comment ça se passe quand on est un étudiant pour l'alternance ? Est-ce qu'on a vu une très grosse évolution ces dernières années ? C'est quoi le retour que vous avez à la fois des étudiants qui ont envie, j'ai l'impression, de plus en plus d'aller vers de l'alternance, mais aussi des entreprises qui, par les aides de l'État d'une part, mais aussi pour pouvoir subvenir à des besoins dans leurs entreprises. Comment ça se passe tout ça et quelle évolution sur les dernières années ? Alors effectivement, il y a l'alternance qui a énormément évolué en quelques années, notamment grâce aux aides de l'État, qui ont un peu remanié on va dire l'écosystème. Avant, l'alternance, elle était essentiellement destinée à des métiers plutôt manuels. Et aujourd'hui, en fait, on retrouve de l'alternance dans toutes les filières et dans tous les niveaux d'études. Donc, ça va du bac jusqu'au master.
Et cette alternance, elle a été effectivement énormément boostée par l'État qui a souhaité en fait améliorer l'employabilité des jeunes. Et aujourd'hui, on voit à la fois un engouement au niveau des étudiants pour commencer l'alternance de plus en plus tôt. Et au niveau des entreprises aussi, on a un véritable besoin, puisqu'on voit par exemple sur Digital Campus, on commence l'alternance en principe au bachelor en 3e année. Et cette année, on l'a même commencé à partir de la 2e année parce qu'il y a un véritable intérêt à prendre des étudiants que l'on va accompagner, former pour après les embaucher par la suite. Voilà. Donc, en plus, au niveau des entreprises, l'aide de l'État favorise l'employabilité parce que des structures de petite taille qui n'ont pas encore les finances pour se lancer sur un CDD ou un CDI, un salaire complet, peut commencer à envisager une croissance au niveau de son effectif en commençant avec un alternant qui va monter en compétences progressivement et qui pourra par la suite peut-être intégrer l'équipe définitivement. C'est pas toujours évident de trouver une entreprise. C'est pour ça que c'est intéressant avec le GIEC de pouvoir candidater auprès d'eux. Comment ça se passe à Digital Campus pour trouver cette entreprise et comment ces jeunes et ces moins jeunes, puisqu'on sait que dans la salle, il y a aussi des personnes qui ont plus de 26, qui est souvent l'âge où on coûte plus cher en entreprise. Comment on fait finalement pour essayer de faciliter au maximum cette recherche d'alternance ? Déjà, il faut savoir qu'il y a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc, en fonction de l'âge, en principe, c'est essentiellement ça. En fait, on va avoir jusqu'à 30 ans, on va avoir un contrat d'apprentissage la plupart du temps. Et puis, à partir de 30 ans, on va partir sur un contrat de professionnalisation. Ce sont 2 types de contrats qui permettent de pouvoir poursuivre l'alternance, même quand on est en reconversion, par exemple, au-delà de 30 ans. Il faut être demandeur d'emploi pour pouvoir le faire. Au niveau de la recherche d'entreprise, nous, au sein de notre campus, on a des personnes qui sont dédiées, qui accompagnent les entreprises et les étudiants dans leur recherche d'alternance. Déjà, on va leur donner tout ce qui est les conseils pour travailler un CV en mettant en avant justement les compétences, les valeurs ajoutées de chaque profil. Et puis, grâce aussi au réseau de notre école, on est sollicité par nos entreprises partenaires et donc on met à disposition les offres d'alternance auprès de nos étudiants. Il faut savoir que là, sur le campus, on est il y a 2300 étudiants, il y a 1700 étudiants qui sont en alternance, donc plus de 70% d'étudiants qui sont en alternance. C'est parce que finalement, ça montre bien qu'on arrive à les placer. Ils arrivent à trouver des entreprises et que les entreprises recherchent ces profils-là. On a beaucoup aussi de réachats, c'est-à-dire que les entreprises qui ont déjà eu affaire à des alternants chez nous font le souhait de renouveler aussi ces contrats-là. Donc ça montre que les compétences sont recherchées et sont attendues. Après, il y a aussi les recherches d'alternance. Il faut aller vraiment, il faut être actif dans les recherches. Il y a beaucoup d'offres qui sont actuellement en plein lancement. Il y a des campagnes d'alternance qui sont actuelles. Donc, il y a des offres un peu partout aussi. Il ne faut pas hésiter à démarcher les structures qui nous intéressent particulièrement aussi en candidature spontanée. Une fois qu'on est en alternance et qu'on finit le contrat, c'est quoi le taux d'employabilité derrière ? Est-ce que finalement l'alternance c'est un peu de la main-d'œuvre pas très chère ? Ou est-ce que derrière il y a une vraie volonté de pouvoir former les apprenants pour ensuite les conserver dans l'entreprise ? Je ne sais pas, Linda, peut-être, s'il y a des chiffres ou en tout cas des tendances qui se dégagent. Alors la tendance, c'est que les entreprises qui sont adhérentes au sein du GIEC, elles cherchent globalement, quand elles font appel à nous, quand elles sont adhérentes au GIEC, c'est qu'elles ont des valeurs profondes. Et l'intérêt, c'est justement de fidéliser les alternants et de former les alternants en amont pour justement après que les alternants fassent partie intégrante de leurs équipes. Donc en général, les recrutements sont effectués dès lors de la fin du contrat pro. Nous, en tout cas, on a des retours plutôt très positifs. Et sur Digital Campus, c'est dans la même lignée ? Alors sur Digital Campus, on va être par exemple
Le taux d'insertion à 6 mois, on est à plus de 80%, on est à 84% l'an dernier. Donc on est dans un secteur d'activité qui est en pleine explosion. Donc voilà, l'employabilité derrière est là. Est-ce que c'est dans la même entreprise ou c'est pas forcément et ça donne l'expérience? Pas systématiquement, parce que c'est vrai que dans le digital, on a des structures de taille très variées, de la start-up à des très grosses structures. Donc en fait, ils sont employés en alternance sur des structures très différentes. Il y en a qui effectivement ont vraiment la vocation d'embaucher, d'autres structures qui ne le peuvent pas tout simplement. Mais de manière générale, effectivement, le taux d'insertion est très bon. Voilà. Merci. Sur la table ronde précédente, il y a un intervenant, Mathieu Hazard, du Filament, qui disait mais quelquefois, quand on ne trouve pas sa bonne entreprise, l'idée, c'est de créer son emploi. Finalement, c'est peut-être d'être indépendant. Et donc, je passe la parole à Adrien pour voir justement quels sont les profils qui deviennent freelance et quels sont les profils qui viennent à vous, finalement, pour être accompagnés, puisque c'est je crois, la vraie plus-value de 2i, c'est d'apporter un accompagnement au-delà d'administratif, mais d'apporter un accompagnement vers cette réussite. Sur le freelancing, donc, je pense qu'il faut parler du marché de l'IT d'un côté et des autres métiers de l'autre côté. Le freelancing a vraiment le vent en poupe dans l'informatique de manière générale, c'est-à-dire du dev au chef de projet en passant par le manager de transition ou le DSI. Ce qui n'est pas tout à fait vrai sur des métiers plus classiques, le marketing, la communication, etc. Donc, pour parler d'abord du marché de l'informatique et pour répondre à ta question, la typologie de personnes qui viennent vers nous, je ne vais même pas parler au niveau de 2i Portage et on va extrapoler un petit peu au niveau du freelancing de manière générale. Le parcours classique dans l'informatique, c'est quelques années en société de service. Donc, c'est plutôt des ingénieurs qui ont soit un parcours par alternance avant ou pas, qui ont un bac plus 5 ou un bac plus 3, qui rentrent en cabinet de conseil ou en société de service, donc société de services numériques, des ESN, ce qu'on appelait les SS2I à l'époque, qui vont travailler en prestation pour des grands clients comme Airbus à Toulouse par exemple pendant quelques années et qui vont monter en expérience et en compétences. Et au bout de 4-5 ans, c'est souvent le cycle qu'on observe, ces personnes-là se disent y a une telle pénurie de compétences IT sur le marché que le statut importe peu aujourd'hui pour l'entreprise cliente. Et je vais dire même pire, aujourd'hui une entreprise cliente n'a pas le choix. Si la personne lui dit je veux être freelancé pour bosser avec toi et je ne veux pas être salarié, aujourd'hui on n'a pas vraiment le choix en tant qu'entreprise que d'accepter ce genre de discours, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Donc on est dans un moment dans l'informatique, ça fait longtemps que ça dure, mais c'est de pire en pire côté employeur, où il y a une pénurie énorme de talents IT. Ça veut dire que le talent IT a le choix de son statut juridique et au bout de 4-5 ans, on ne va pas dire la majorité, mais une petite moitié choisit le freelancing. Alors pour 2 raisons principales. La première, c'est la rémunération. Un freelance dans l'informatique est beaucoup mieux rémunéré qu'un salarié en société de service. Et deuxièmement, c'est pour la liberté. Parce que quand on est freelance, dans un marché pénurique, on a le choix de quitter sa mission pour en trouver une autre, de négocier directement avec le client, et on négocie entre fournisseur et client, et plus en tant que salarié et patron. Et on a un sentiment de liberté qui est bien différent que celui du salariat. Voilà. Donc je ne viens pas du tout dénigrer le travail de l'ingénieur en société de service. Par contre, ce que j'observe moi de ma fenêtre portage salarial, donc moi j'emploie des freelances, c'est que les gens qui viennent vers nous, c'est des gens qui ne veulent plus du sacro-saint CDI, parce que le marché de l'IT leur permet de toute façon de retrouver rapidement des missions quand une mission s'arrête, et qui vont chercher justement cette flexibilité, cette souplesse. Donc ça, c'est pour l'informatique. Et on se rend compte aussi que quand on a goûté au freelancing, c'est comme à l'entrepreneuriat de manière générale, on a envie d'y rester. Donc en général, au bout de 4-5 ans, on bascule vers le freelancing et après on y reste. Après reste le choix du statut juridique. Donc le freelance, soit il monte sa boîte, donc on a la micro-entreprise, la SASU, le URL, soit il vient dans des structures comme 2i Portage, qui est le portage salarial. Il est freelance mais salarié, donc son salaire ne dépend que de ce qu'il facture. Simplement, il a un bulletin de salaire, donc il va cotiser et se créer une protection sociale, ce que n'a pas le freelance. Donc nous, là où on intervient, c'est qu'on se positionne un petit peu entre le pur freelance, qui crée sa boîte, qui gère ses factures toute seule, qui gère ses relances et qui gère sa mission, et le salarié. On est au milieu, on fournit de la protection sociale à l'indépendant. Donc ça, sur la partie IT,
pour faire une petite digression sur d'autres métiers, le marché du freelance, de manière générale, elle va en poupe. Je crois que c'est à peu près 3 millions de freelance en France aujourd'hui. C'est plus compliqué d'être freelance quand on est dans des métiers support, marketing, formation, community management. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de besoins que dans l'IT. Donc on est sur des métiers moins en tension. Donc il y a encore beaucoup de place pour des CDI, des CDD ou de l'alternance. Et donc là, le freelance doit avoir une vraie posture de chef d'entreprise. Il doit apprendre à prospecter, il doit apprendre à faire une offre de service. Et c'est tout l'intérêt des formations, comme nous on peut proposer, mais d'autres le proposent aussi, qui permettent de se former non pas à un métier technique, mais au métier de freelance. C'est-à-dire comment je passe de salarié à un vrai indépendant qui va prendre le bâton de pèlerin et qui va aller prospecter des clients, définir une offre de service, une cible de clientèle, etc. C'est pour ça que je scinde vraiment les deux, parce que dans l'IT, c'est pas très compliqué de trouver des missions en général. Alors, je généralise, il y a des technos qui ont plus le vent en poupe que d'autres. Dans les autres métiers, il faut quand même se former à devenir un commercial, un communicant, etc., comme un chef d'entreprise. Et pour revenir à ce que tu disais sur les entreprises, finalement, elles ont presque plus le choix et donc elles acceptent le freelance. J'ai échangé il y a quelques semaines avec une entreprise qui disait « Nous, on ne veut pas de freelance ouais. ». Alors, est-ce qu'il y a quand même une typologie d'entreprise pour ceux qui sont freelance ou qui ont envie de le devenir? Est-ce qu'on va plus chercher tel ou tel secteur dans une entreprise ou telle taille d'entreprise? Je ne sais pas. Donc, je dirais, c'est une redite, mais l'informatique, évidemment. Donc le secteur, c'est l'informatique. Notamment, le métier de dev se prête énormément au freelancing. Et donc après, pourquoi une entreprise ne veut pas de freelance, en fait? Il y a les très grosses entreprises. On va prendre Airbus, par exemple, qui consomment, pardon pour le mot, énormément d'indépendants, notamment dans l'informatique. Et contractualiser directement avec des freelances, c'est prendre le risque d'avoir une requalification à un moment donné de ce contrat en contrat de travail. Puisqu'en fait, pour comprendre un peu tout ce mécanisme-là, on a besoin de main-d'œuvre dans l'informatique, c'est des métiers pénuriques, donc on va chercher des gens en CDI, on ne les trouve pas, donc on va chercher des freelances, mais à la fin on leur offre un temps plein. Et au regard du législateur, un temps plein, c'est un CDI, c'est pas un contrat freelance. Et donc, pour se prémunir de ces risques-là, les grosses entreprises ne souhaitent pas contractualiser en direct avec des indépendants. Et donc, ce qu'elles font en général, c'est qu'elles vont référencer autour d'elles des sociétés qui vont faire la passerelle entre l'indépendant et qui vont gérer ce risque-là et la grande entreprise. Donc ça, c'est des objections qu'on a souvent et c'est tout trouvé. C'est aussi des sociétés de services qui sont greffées autour des grandes boîtes françaises et qui vont faire le pont entre l'indépendant et la grande boîte. Après, on a ces sociétés de services elles-mêmes qui, a priori, ne veulent pas de freelance. Pourquoi ? Parce que leur modèle économique, c'est de salarier. Elles salarient la personne. Elles vont appliquer un coefficient de marge dessus et elles vont revendre la prestation à un client. Ça, c'est leur modèle économique et c'est rémunérateur. À partir du moment où elles doivent ne pas salarier la personne, mais juste acheter la personne, c'est-à-dire sa prestation, et la revendre, elles gagnent moins d'argent. Et cette prestation-là, elles ont moins la main dessus, puisque le freelance, s'il veut l'arrêter, il y a des clauses, mais il peut arrêter sa mission, ce qui est plus compliqué dans le cadre d'un contrat de travail. Donc, on a les sociétés de services qui, par définition, ne sont pas très friands de freelance, mais aujourd'hui, elles n'ont pas le choix, puisque de toute façon, le métier de l'informatique s'oriente de plus en plus vers les freelances et les profils disponibles sur les job boards sont indépendants de manière générale. Et après, on a les petites boîtes qui, par méconnaissance, ont peur du freelance. Donc là, je vous donne les côtés négatifs. Après, il y a plein de boîtes qui veulent bosser avec des freelances. Mais la petite boîte a peur du freelance parce qu'un freelance, ça coûte cher. Et donc elle va se dire ok, mais c'est beaucoup d'argent, je ne sais pas si j'aurai les moyens de faire durer cette mission 6 mois, 12 mois, etc. Et donc il y a une méconnaissance et il y a une problématique de coût. Alors que paradoxalement, embaucher un freelance, c'est à peu près le même coût que de payer un salarié avec des charges patronales, des congés payés et du temps de gestion RH et administratif et du management. Voilà. Adrien, il y a souvent un peu un amalgame sur le freelance qui a 35 clients en même temps, qui doit tout gérer parce que c'est des missions qui sont très courtes, mais il y a aussi des freelances qui ont des missions moins ponctuelles mais plus régulières et avec des volumes assez importants. C'est quoi le ratio? C'est des freelances toujours dans l'IT avec des toutes petites missions ou c'est plutôt sur du long terme? Je dirais que dans l'IT, c'est plutôt des grandes missions. Donc dans l'IT, je vais enlever tout ce qui est community management, rédaction de contenu web, SEO, etc. Là, on est plutôt sur des petites missions et donc c'est des freelances qui vont bosser plutôt avec des agences ou avec des clients directs. C'est ce que j'ai mis tout à l'heure dans la casquette entre guillemets
je dénigre pas les autres, mais vrais entrepreneurs. Je me lève le matin, je ne sais pas si j'aurai ce client-là, il faut que j'en prospecte un autre, il faut que je continue de me former, et il faut que j'ai mes 10 clients à la fois. C'est ces gens-là, pour nous, qui ont besoin d'accompagnement et d'avoir des formations solides pour les faire monter en compétences entrepreneuriales. À côté, il y a le monde de l'IT, notamment le dev, la chefferie de projet. On va retrouver tous les gens qui sont dans les métiers agiles, Scrum, etc. Le management de transition, tout ce qui est dans une DSI de grande boîte. Donc là, on parle de grande boîte. C'est plutôt des longues missions, temps plein. Donc, je vous donne un exemple. Chez 2i Portage, on a à peu près 500 consultants portés partout en France. Pour vous donner déjà l'état du marché, on a le siège social à Toulouse, mais j'ai à peu près 70% de mes consultants à Paris. Et sur ces consultants-là, j'en ai 80% dans l'informatique. Et 80% en mission longue. Voilà. Donc c'est des missions de 200, 218 jours sur une année, reconductibles. La durée moyenne d'une mission dans l'informatique, c'est plutôt 3 ans en général, dans ces métiers-là, bien entendu. Et à côté, je vais avoir des formateurs qui vont être sur 3-4 écoles à Toulouse, donc 4 clients, qui en plus de ça vont faire une petite mission dans une PME en marketing, donc 5 clients, etc. Voilà. Donc on a ces 2 typologies-là de freelance. Tu le disais un petit peu tout à l'heure, c'est pas évident de la vie d'un freelance parce qu'en fait on fait plusieurs métiers en même temps, commercial, administratif et autres. Tu parlais de formation justement pour être freelance, une formation d'indépendant. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps et j'ai trouvé ça assez passionnant pour les personnes qui ont envie de se lancer ou qui ont des difficultés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça fonctionne? Je crois qu'il y a des contrats pro aussi potentiels. Donc là, on va parler un peu plus de nous. Je vais essayer de ne pas être trop publicitaire. On a dans le groupe deux formations pour les indépendants. Une première qui s'appelle le Bootcamp, et donc qui s'adresse plutôt aux personnes qui partent from scratch ou qui ont déjà une activité de freelance mais qui peinent à la faire décoller. Et en fait, c'est une espèce d'hackathon. Donc pendant 5 jours, on va secouer les indépendants sur des toutes petites promos. Donc c'est des promos de 10-12 personnes en général. C'est une formation par l'action, donc il n'y a quasiment pas de théorie. C'est que de la pratique. Donc il y a des petites capsules de théorie pendant les 5 jours, mais surtout l'apprenant, il arrive avec son idée de business freelance, peu importe lequel, et il va se faire challenger par ses copains de promo. Il va travailler sur le business model de ses copains de promo, et donc tout ça va l'aider par itération à travailler sur son modèle à lui. Il y a 5 journées, et par journée, on va aborder le thème de fixer son prix, définir sa cible de clientèle, apprendre à prospecter, la relation avec le client, etc. Là où on s'est amusé, c'est qu'on a rajouté en plus un challenge professionnel. Donc en début de bootcamp, il y a un chef d'entreprise de la ville concernée qui vient et qui va présenter aux apprenants un vrai projet qu'il a lui. Donc ça peut être le développement d'une appli, attaquer un nouveau marché à l'international, un problème où il a une problématique de développement. Et en fait, on demande aux apprenants, en plus de travailler sur leur propre cas et le cas de leurs camarades, de travailler sur la problématique du chef d'entreprise. Chaque jour, ils appliquent ce qu'ils ont appris. Donc si le jour 1, c'est définir son prix, ils vont l'appliquer aussi sur la problématique du chef d'entreprise. Ils sont en concurrence entre eux, ils travaillent par petits groupes. Et le dernier jour, ils vont pitcher leur projet au chef d'entreprise. C'est un moyen pédagogique de travailler sur un cas réel, mais d'apprendre ce qu'ils vont appliquer à eux-mêmes aussi pendant la formation. Donc ça, c'est un petit hackathon, c'est très intense. C'est un coaching en fait, entrepreneurial, c'est pas une formation. À l'issue, il y a 8 demi-journées pendant 1 an de coaching individuel avec les personnes ou par groupe de pairs. Donc ça fait à peu près 4 jours, 8 demi-journées. Et on va en fait pérenniser l'accompagnement. On s'est rendu compte qu'après les 5 jours, les apprenants ressentent un certain vide. Donc il y a une phase d'euphorie où on a appris plein de choses, on a son business model, etc. Et après on se rend compte que à l'épreuve du terrain, le business model change. Et donc ces gens-là ont besoin d'accompagnement, nous l'ont demandé. Et donc on a ces modules qui vont se rajouter sur les 12 mois qui suivent les 5 jours. Donc ça c'est le bootcamp. On en est à la 16e ou 15e promotion depuis l'année 2017 et on en fait 2, 3, 4 par an selon les besoins et notamment une promo qui va démarrer en partenariat avec la mêlée fin mai. Voilà, et donc on en fait à peu près tous les 2-3 mois. Et donc ça c'est le premier produit de formation et le deuxième produit de formation qu'on a c'est pour faire le mix un peu de la conférence d'aujourd'hui, on a un contrat de professionnalisation en portage salarial. Donc en fait, le principe, c'est qu'on va... c'est à peu près le même enseignement que le bootcamp, sauf que ça va se dérouler sur 6 mois. C'est à peu près 70 heures de cours, donc on a 10 heures de cours théoriques à distance. Alors pardon, le bootcamp, c'est présentiel. Hein. Le contrat pro, c'est à distance, donc c'est 10 heures de cours par mois pendant 6 mois. Le reste du temps, vous êtes freelance. Donc on vous fait un contrat de portage, un contrat pro de portage salarial. Donc vous êtes salarié en portage salarial.
Vous pouvez donc commencer à facturer des clients, démarrer des missions, dans les heures où vous n'avez pas de cours. Donc dans le mois, vous avez par exemple 10 heures de cours et le reste du temps, vous êtes libre de démarcher des nouveaux clients. L'intérêt du contrat pro par rapport au bootcamp, c'est que, il est à distance. Donc en termes de calendrier, il peut s'adapter un peu plus facilement. Et deuxièmement, donc il est totalement financé. Les heures de cours sont rémunérées, elles sont dédommagées par notre organisme financeur. Et à la fin, vous avez un CQP, donc un certificat de qualification professionnelle. Donc c'est une formation qui est certifiante, et c'est la seule formation en France qui est certifiante pour les freelances. Et donc dans les 6 mois, un peu à l'image du bootcamp, vous allez passer par l'étape de définir sa cible de clientèle, définir son prix, apprendre à prospecter, apprendre à communiquer, etc. Donc c'est pareil, c'est une vraie formation à l'entrepreneuriat, mais étalée sur 6 mois, avec des parties théoriques. Il y a quand même des parties de travail entre pairs et pas mal de classes inversées, et des parties pratiques où vous êtes libre, avec vos statuts de salarié porté, de trouver des missions. Ce statut salarié porté, c'est le mécanisme qui le veut, c'est-à-dire que vous n'en êtes pas prisonnier. Vous pouvez à côté avoir une micro-entreprise et facturer des clients. Vous pouvez ne pas avoir de clients parce que vous n'avez pas encore. Et vous pouvez, à l'issue des 6 mois évidemment, puisque c'est un CDD, arrêter le contrat pro et ne pas faire de portage salarial. Mais disons que le mécanisme est imbriqué, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir le financement. Voilà. Donc j'ai un stand à côté, là, notre organisme de formation s'appelle Freelancer, si vous voulez, je ne veux pas monopoliser sur mes formations la plénière, mais si vous voulez qu'on en reparle à côté, on pourra reparler de ces 2 formations. Les 2 sont 100% financés pour les apprenants, donc il y a 0 € à débourser. La première, c'est 5 jours plus 8 jours d'accompagnement de coaching, et la deuxième c'est sur 6 mois, 70 heures à distance. Voilà. Merci Adrien. On reprend l'intitulé de cette table ronde, alternance efficace pour compléter les équipes. Est-ce que l'alternance est un moyen pour les entreprises de pouvoir répondre à cette pénurie des talents, selon vous ? Mais complètement. Là, au jour d'aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de sang neuf, si j'ose dire, et de compétences nouvelles, de vision nouvelle. Donc, c'est vrai que l'alternance offre ça. Et aussi, nous, au sein du GIEC numérique, on est plutôt sur des profils en reconversion. Donc, il y a des personnes qui amènent des réelles compétences, donc des compétences transversales de leur ancien métier. Et ça, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui intéresse de plus en plus les entreprises. Voilà. Julie, une fois les aides de l'État, à un moment, elles vont s'arrêter, j'imagine, même si elles sont prolongées très souvent. Quand elles vont s'arrêter, est-ce que les entreprises vont jouer le jeu ? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est une bonne façon d'insérer des personnes dans les équipes, de monter en compétences. Alors peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, le fait d'avoir des aides, ça facilite énormément l'employabilité des contrats, enfin des alternants. Mais je pense qu'il y a eu un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité fait qu'on va garder, je pense, cette habitude de vouloir former ces nouvelles générations et de surtout, effectivement, comme l'expliquait Linda, c'est aussi de faire entrer dans les équipes des nouvelles compétences sur des formations IT, justement, où aujourd'hui, les entreprises se rendent compte qu'il faut se tourner vers ça et qui n'ont pas forcément encore complètement les compétences en interne. Donc oui, je pense que l'alternance va se poursuivre. Après, bien sûr, certaines structures ne pourront pas embaucher sans les aides. Et ce changement de mentalité sur l'alternance, donc on espère que finalement le rythme sera pris et ça va continuer à tourner. Est-ce qu'il va y avoir un changement de mentalité sur les personnes qui sont un peu plus âgées et qui coûtent déjà un peu plus cher ? Parce qu'on voit qu'il y a quand même déjà une petite différence. Quand on regarde les CV, on va regarder quel âge aussi. C'est une variable qui est importante. Est-ce que ce changement-là, avoir des profils en reconversion et qui ont donc une expérience et une maturité différentes, est-ce que ça va changer un peu ? Parce que j'ai l'impression que les entreprises sont pas toujours, sont encore un peu frileuses parfois. Oui, certaines entreprises en effet sont un peu frileuses. Donc justement, on est là un petit peu pour casser les codes, si j'ose dire aussi, et puis ouvrir un petit peu justement le fait d'avoir des profils un peu atypiques et puis des profils
Alors, j'aime pas ce mot, mais senior, parce que à 45 et plus, on me dit que c'est des profils seniors. Mais nous, voilà, par exemple, un de nos salariés a 58 ans. Voilà. Donc il a un parcours très atypique. Il était directeur de magasin de jouets. Et donc il a voulu se reconvertir dans les métiers du numérique. Et sachant qu'il avait quand même voilà, un bon passé, là il est parti sur une formation de technicien assistant informatique. Donc juste pour un rappel, c'est niveau bac. Voilà. Donc de directeur de magasin de jouets, il est passé à technicien assistant informatique en alternance. En fait, ce qui prédominait, c'est sa passion du métier, la curiosité technique et à 58 ans, l'envie de faire ce qui lui plaît. Et nous aussi, on appréhendait un petit peu, parce que c'est quand même pas évident pour une entreprise d'intégrer une personne de 58 ans. Et au jour d'aujourd'hui, ça se passe très bien. Quand je fais les visites en entreprise avec les tuteurs, ils me disent Alain, donc pour le nommer, Alain, heureusement qu'il est là, parce que justement, il arrive à temporiser un petit peu les équipes un peu plus jeunes. Et puis, avec son expérience, il a une vision très large. Donc, voilà. Donc moi, j'ai envie de dire, les profils seniors, il faut oser, quoi. Merci. Adrien, je ne vais pas te poser la question sur le freelance. On a compris que c'était vraiment un moyen de compléter les équipes. Ça, c'est évident. Mais je voulais plutôt avoir ton avis d'employeur sur l'alternance. À 2-5 ans, comment tu vois les choses? Est-ce que les entreprises vont continuer? Est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit précédemment? Je n'ai pas de boule de cristal, donc on peut qu'espérer. Après, je pense que oui, parce qu'on on se rend compte que le dispositif est super intéressant. Après, forcément, dans le lot de toutes les boîtes qui recrutent beaucoup d'alternants aujourd'hui, il y a celles qui le font parce qu'il y a les aides. Et donc forcément, il y aura peut-être un coup d'arrêt sur le recrutement. Je pense qu'il faut être lucide sur ça. Maintenant, l'alternance a toujours été un système très intéressant pour les entreprises. Et il y a toujours eu celles qui ont joué le jeu, celles qui l'ont un peu moins joué. Donc je pense que malgré tout, les aides de l'État dynamisent et vont continuer de dynamiser ça. C'est-à-dire que certaines sociétés qui n'avaient pas le réflexe de l'alternant l'ont maintenant et vont le garder. Après, forcément, j'imagine que s'il n'y a plus d'aide, il y aura peut-être un peu moins d'offres. Voilà. Merci. Il nous reste 6-7 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Et s'il y a une question, je vous laisse lever la main. On vous apporte un micro pour que les gens en live puissent entendre votre question. Et peut-être s'il y a des profils de langage pour certains types d'entreprises et pour d'autres, dans le développement, je parle, pardon. Merci pour la question. Je dirais tout ce qui est langage applicatif et langage web. Tous les langages web du moment sont à la mode, et il n'y a pas que Java, mais tout ce qui est applicatif et web sont extrêmement recherchés. Et évidemment, tout ce qui permet aussi de propulser des applications mobiles, c'est vraiment tout ça est pénurique. Sans rentrer dans les termes un peu barbares et techniques. Mais de manière générale, les langages web du moment et les langages applicatifs du moment sont les langages les plus pénuriques. Tout le monde recherche un développeur Java aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre question ou d'autres questions? Donc, je voulais savoir si il était plus cher d'avoir quelqu'un en contrat pro, donc plus de 30 ans, qu'un salarié. Alors, pour les contrats de professionnalisation, en fait, on est sur une base de SMIC. Passé 30 ans, on est sur une base de SMIC. Donc, après, à compétences égales par rapport à un salarié, quand on est diplômé, souvent, on va être quand même sur un salaire plus élevé. Si on part sur des formations bachelor ou master plus élevées que le SMIC. Donc, le contrat de professionnalisation reste quand même, on va dire, sur des rémunérations plus intéressantes. Voilà. Ça veut dire, juste, je ne suis pas spécialiste, ça veut dire qu'un contrat pro au SMIC est chargé de la même manière qu'un CDI SMIC. Les charges patronales sont les mêmes, par exemple? C'est un peu moindre, non? Donc, on peut supposer, mais on pourra vérifier tout à l'heure, que donc, le contrat pro plus de 30 ans au SMIC sera légèrement moins cher pour une entreprise que le temps plein au SMIC. C'est sûr, on me dit sur ma droite.
Alors attendez, si vous pouvez répéter dans le micro, on vous l'apporte. Et l'alternance, je voulais savoir si, puisque j'ai un niveau de salaire qui est bien plus élevé que le SMIC, si c'était le max qu'on pouvait avoir en contrat pro, le SMIC. Est-ce qu'il y a une limitation dans le salaire? Oui, en effet, il y a une limitation, c'est à hauteur du SMIC, 100% du SMIC. Donc une entreprise ne peut pas avoir le loisir, j'allais dire, mais peut-être pas le loisir, mais l'envie de pouvoir rémunérer davantage une personne qui serait plus expérimentée? Non. Ok, merci. Après, par contre, si en fonction de votre profil, vous pouvez après avoir un complément d'aide pour l'emploi, vous ARE, en fonction de votre profil de demandeur d'emploi précédent. Mais ça, c'est pas systématique, c'est au cas par cas. Voilà. Il faut se renseigner, en effet. Je pense qu'on peut prendre encore une ou deux questions. Et Charlotte, tu me dis s'il y a des questions en live. Pour Monsieur Corentin, je me posais une question par rapport au freelance. Moi, j'accompagne des stagiaires et certains ont envie à la fin de leur formation, notamment dans le développement, de se lancer dans le freelance. Est-ce qu'en tant que junior, on a les mêmes chances et les mêmes opportunités que des personnes qui ont déjà de l'expérience? Alors, c'est moi Corentin, mais je pense que c'était pas vraiment la question. Ah, je voyais pas de là. Ah, pardon, c'est Monsieur Adrien. Autant pour... Non, pas de souci. En plus, je m'appelle Adrien Vincent, j'ai 2 noms, 2 prénoms. C'est une très bonne question. Donc, non, évidemment, un junior n'a pas autant de chance que quelqu'un qui a plus d'expérience. En tout cas, si on vous dit ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce que l'employeur, enfin le client du freelance, il va aller chercher une expertise disponible tout de suite et tout de suite opérationnelle. Et c'est ce qui fait aussi la valeur du freelance. Donc, si la personne a une très solide formation et très technique, sans parler d'expérience, en fait, on va parler d'expertise technique. Il n'y a pas de problème pour être freelance tout de suite. Maintenant, si la personne avec juste la formation scolaire n'a pas suffisamment les armes pour être complètement autonome en entreprise, et c'est ce qu'on attend d'un freelance, moi je préconise quand même de faire ses armes 2, 3, 4 ans, notamment en société de service ou directement chez le client final, pour acquérir justement cette expertise-là. En général, les clients que l'on croise, nous, cherchent en junior des gens qui ont déjà 3 ans d'expérience. Un junior, c'est 3 ans d'expérience. Et après, on commence à être bien confirmé en freelancing quand on a 5 ans d'expérience en salariat ou en freelancing. Donc on peut être junior freelance, mais avoir 20 ans d'expérience. Et pour rebondir sur la question des seniors tout à l'heure, nous, on voit beaucoup de gens en reconversion professionnelle qui ont un certain âge et qui ont une vraie expertise en tant que salarié et qui veulent la faire valoir en tant que freelance par la suite. Voilà. Mais je recommande une expérience, une expertise minimale. Merci beaucoup. On n'a pas le temps pour d'autres questions, malheureusement. En revanche, les 3 intervenants ici présents seront sur des stands juste à côté. Donc je vous invite, s'il y a des questions dans la salle, à vous orienter vers les stands juste après. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir répondu à nos questions.